Bienvenue à notre échange de ce soir sur EasyVie, notre contrat d'assurance vie, et en particulier sur la gestion libre. Alors la gestion libre, c'est vous qui vous pouvez investir et choisir sur quoi vous voulez investir et quand vous voulez investir. Mais pour vous aider, il y a ce qu'on appelle des portefeuilles modèles. Et notamment, ces portefeuilles modèles, bon, ça va vous guider justement pour savoir sur quoi investir. Alors, la grande question de ce soir, c'est quelle est l'expertise derrière ces portefeuilles modèles? Et la réponse est avec Nicolas et ses équipes. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc tu es gérant analyste chez La Banque Postale Management et donc tu es en première ligne pour définir, actualiser et mettre à jour ces fameux portefeuilles modèles. Exactement, et en faire profiter nos clients. Voilà, merci. Alors, on va aller directement voir sur quoi on va parler ce soir. Alors, premièrement, je vais vous faire un petit rappel rapide de ce que c'est que la gestion libre, les différents profils de risque qui vont permettre de définir quels sont les différents portefeuilles modèles. Et toujours en vous rappelant que cette gestion libre, vous êtes libre, c'est-à-dire que vous pouvez choisir à chaque moment si vous voulez suivre ou pas suivre, si vous voulez faire de l'arbitrage en fonction de vos connaissances, en fonction de votre temps libre, en fonction de votre appréciation des situations de marché. Et puis ensuite, Nicolas va nous expliquer effectivement toute l'étendue de son expertise, notamment pour analyser l'actualité en ce moment, quelle est la performance des portefeuilles modèles, quelles sont les convictions des gérants de l'EBPAM, et également aussi quelle est l'allocation en ce moment qui est recommandée. Et puis ensuite, pour vous aider concrètement dans la pratique de votre contrat et comment suivre tout cela, sachez qu'on a des notes d'information mensuelles, on verra comment les trouver et comment elles vous sont adressées. Et puis aussi, on pourra faire une petite démonstration de comment on fait un arbitrage, comment on utilise ces portefeuilles modèles. Et puis, bien sûr, vos questions et vos réponses. Alors, les questions, vous les posez avec l'écran de configuration. Moi, je les vois apparaître et je pourrais les reposer soit à Nicolas si ça le concerne, soit y répondre moi-même. Voilà. Juste, je précise que si vous ne voyez pas Nicolas, c'est malheureusement normal. Voilà. Donc, vous me voyez moi. Alors, rappel sur la gestion libre. Qu'est-ce que c'est que la gestion libre? Ça se définit notamment par opposition au mandat de gestion. Avec EasyVie, vous pouvez avoir un mandat de gestion. Dans ce cas-là, ce seront des gérants de BPE, qui est notre filiale de la Banque Postale, qui vont prendre en main votre portefeuille et qui vont décider quand acheter, quand vendre. La gestion libre, c'est vous qui choisissez. Alors, vous pouvez choisir d'investir sur 121 unités de compte, une grande partie d'OPC, 99 OPC, 17 ETF, 5 SCPI. Et donc, vous pouvez ensuite faire vos arbitrages comme bon vous semble au moment où vous le souhaitez. Je rappelle juste au passage que quand vous investissez sur des EPC ou des ETF, il n'y a pas de frais aux arbitrages. Et quand vous rajoutez de l'argent sur votre contrat, vous faites des investissements libres, il n'y a pas non plus de frais de versement. Alors, sur la gestion libre, quand vous commencez à ouvrir un compte chez nous, il y a un formulaire qui vous est adressé qui va vous permettre de définir votre profil de risque. Donc, il y a 5 possibilités: prudent, modéré, équilibré, dynamique, audacieux. Et ensuite, la question va se poser de constituer votre portefeuille. Comme vous êtes en gestion libre, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais effectivement, on va vous guider en vous proposant donc ces 5 portefeuilles modèles. Il y en aura un sur chaque profil de risque. Donc, il y aura un portefeuille modèle prudent, un portefeuille modèle modéré, équilibré, dynamique, audacieux. Et chaque mois, on va vous dire, est-ce que vous voulez vous synchroniser avec ce portefeuille modèle? On va vous envoyer un SMS et un message dans votre messagerie client. Et en un clic, vous pourrez vous synchroniser. Et si jamais vous dites, oui, c'est intéressant cette proposition, mais j'aimerais un peu plus de cela ou un peu moins de cela, vous pouvez adapter les choses. Ou vous pouvez au contraire mettre ce que vous voulez. Vous pouvez très bien être en prudent et mettre 100% de votre portefeuille sur des EPC qui sont sur des actions, ou au contraire être audacieux puis être temporairement investi quasiment que sur du support euro. Alors, allons voir un peu cette expertise maintenant qui est derrière ces portefeuilles modèles. Donc Nicolas, je vais te laisser largement la main pour nous expliquer un petit peu ta vision et la vision de l'EBPAM sur la situation économique actuelle. Voilà.
Parfait. Eh bien, nous allons commencer avec l'environnement de marché, la façon dont on lit les marchés, l'économie en ce moment. On va commencer avec, c'est un peu le constat qu'on fait maintenant depuis quelques webinaires mensuels que nous avons ensemble. On va commencer avec la situation sanitaire et pour changer un peu, je vais venir vers vous avec des nouvelles qui sont plutôt bonnes puisqu'on a des conditions sanitaires qui restent bien meilleures ce mois-ci par rapport au mois précédent et encore par rapport au mois d'avant. On le voit sur la partie gauche où on voit sur les différentes zones géographiques, en bleu l'Europe, en blanc l'Amérique du Nord, en vert l'Amérique du Sud, en rouge l'Asie, en bleu ciel la partie Océanie et enfin en jaune la partie Afrique. Et sur la partie gauche, on a l'évolution des nouveaux cas. Et on voit que le pic que nous avions connu en Europe eh bien, est en train de fortement baisser. Alors je viens avec des demi-bonnes nouvelles puisque depuis quelques jours en Europe, on le voit aussi en France, on a une résurgence de cas Covid avec un nouveau variant de ce variant Omicron du virus Covid-19 qui vient perturber un peu la lecture. Mais quoi qu'il arrive, on est aujourd'hui dans une situation bien meilleure. Aujourd'hui, si on regarde le globe, la situation est un peu plus inquiétante en Asie, notamment en Chine, où la Chine connaît un fort regain épidémique, que ce soit dans des grandes villes, notamment une ville qui s'appelle Shenzhen et toute sa province, où la Chine continue de mettre en place la politique du zéro Covid, c'est-à-dire que dès que quelques cas apparaissent, ils confinent largement des quartiers entiers, des villes entières, des provinces entières. Et en l'occurrence, la province de Shenzhen, qui vient d'être confinée il y a quelques jours, rassemble à peu près 16 ou 17 millions d'habitants. Donc ça, c'est un peu loin de nous. La Chine, c'est aussi important, notamment cette province de Shenzhen, parce que c'est un berceau industriel, c'est une province assez riche, à la fois en usines, et donc naturellement, quand il y a des confinements, c'est des productions qui s'arrêtent. On le voit sur la partie droite, les décès n'augmentent plus, ils baissent. Ça ne fait que confirmer ce qu'on voit depuis le début de l'année 2022, c'est que ce variant Omicron, il est très contagieux, il est moins néfaste, il est moins mortel. Alors, sur la diapo suivante, Nicolas, je vais te donner la main pour que ce soit plus simple volontiers. pour toi. Il faut juste que tu acceptes et que tu aies bien mis ta présentation. Est-ce qu'on voit maintenant mon écran apparaître? Sur ton écran, oui. Voilà. Le voici. Alors, cette fois-ci, c'est sur les vaccinations. Bon, les vaccinations, c'est plus vraiment un sujet, puisque maintenant on est sur des vaccinations qui sont largement ou très largement répandues autour du globe. Naturellement, avec cette épidémie qui est un peu mieux maîtrisée, on a des indices de rigueur de réponse des gouvernements, c'est-à-dire la façon dont les gouvernements réagissent en privant plus ou moins fort leur population de liberté, c'est-à-dire fermer ou non les écoles, fermer ou non les entreprises, obliger ou non au télétravail, bloquer ou non les frontières, ainsi de suite. Et ça, on voit que sur cette espèce de cartographie, vous avez sur l'axe vertical différents pays, les principaux pays de la planète que l'on suit. En haut, les dates, et vous voyez qu'à droite, c'est les récentes périodes. Et vous voyez que sur la partie droite, on a quelque chose qui a tendance à se verdir. Eh bien, c'est tout simplement le résultat que les différents gouvernements mettent en place un certain nombre de levées de restrictions. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant du point de vue de l'économie. Alors, également, après ce rapide focus sur l'économie, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire, sur l'épidémie, il y a beaucoup moins de choses à dire que les mois précédents, un point sur la valorisation des marchés d'actions. Alors là, ça m'amène à vous parler d'un autre sujet un peu plus sérieux. C'est la dernière fois qu'on s'était parlé dans notre webinaire du mois précédent, c'était des tensions entre la Russie et l'Ukraine, pardon, et on n'est plus sur le stade de tension puisqu'on est passé sur une invasion pure et simple de l'Ukraine par la Russie depuis maintenant près de 3 semaines. Ça a eu tendance à mettre quand même une pression sur tous les actifs risqués. Ici, on regarde la valorisation des marchés d'actions. La valorisation, c'est une des mesures pour regarder si les marchés sont chers ou pas chers. C'est vrai que depuis quelques mois, les marchés avaient tendance à être chers par rapport à leur moyenne historique et on voit que la baisse des marchés d'actions, on va le voir dans quelques instants, la baisse des marchés d'actions, mais cette baisse des marchés d'actions assez forte qui a eu lieu depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, a eu tendance à faire revenir les valorisations sur des niveaux un peu plus raisonnables, en tout cas plus proches de leur moyenne historique. Sur l'économie, regardons quelques sorties de chiffres macroéconomiques. On regarde les PMI,
PMI, ce sont des indicateurs qui montrent si les directeurs d'achat des entreprises sont optimistes ou non. Et quand on regarde ces PMI dans les principaux pays de la zone euro, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, ces PMI ont tendance à être un peu meilleurs, hein. Je rappelle le gros choc qu'il y avait eu pendant la phase du Covid, l'énorme trou d'air, puis derrière une reprise assez forte avec la reprise des économies. On voit que les PMI récemment ont eu tendance à légèrement rebondir. Ces PMI, on aime bien les séparer en deux familles. Les PMI du secteur manufacturier, tout ce qui est usine, et le PMI des services. Et les services, c'est notamment le secteur qui avait été assez bouleversé, en tout cas beaucoup plus que les autres, pendant le pire de la crise sanitaire. Et on voit qu'aujourd'hui, ces PMI sont à des niveaux un peu plus robustes. Le PMI, en fait, ça se lit par rapport à 50. Quand vous êtes au-dessus de 50, vous êtes en zone d'expansion. Quand vous êtes en dessous de 50, vous êtes en désexpansion. Et là, on voit qu'on est au-dessus de 50, nettement assez au-dessus de 50. Nicolas, est-ce que tu peux mettre tes slides en plein écran? Est-ce que Ah, voilà, voilà, tu mets voilà, je... basculer entre le mode présentateur, voilà, ça, tu fais ça exactement, tu cliques là. Voilà. Ça doit être beaucoup plus clair. Merci. Merci. Alors, sur cette diapo, c'est pour pas vous passer en revue, pour pas vous faire le catalogue, la redoute de tous les indicateurs macroéconomiques, on suit des indicateurs de surprise économique. C'est-à-dire que toutes les statistiques économiques qui sortent chaque jour autour du globe, tous les économistes, les prévisionnistes font des prévisions en disant voilà, ce chiffre va sortir à temps. Et en fonction du niveau de sortie de ce chiffre, si ce chiffre sort au-dessus des anticipations des analystes, ce sera une bonne surprise, entre guillemets. Si ce chiffre sort en dessous, ce sera une moins bonne surprise. Et donc, ce sont des indicateurs ici qui mesurent le niveau des surprises économiques. Et on voit qu'au global, depuis maintenant quelques mois, on a quand même des indicateurs de surprises économiques qui sont en nette hausse. Au global, ça veut tout dire et rien dire. C'est pour ça qu'on le regarde sur les différentes zones géographiques. On va regarder les États-Unis, hein, qui est une très grosse locomotive économique. On voit qu'aux États-Unis, ces indicateurs de surprise économique sont en hausse. Au Japon, ils sont plutôt en baisse. Le Japon a eu du mal, a mis longtemps à se vacciner, a mis longtemps à se sortir, ou en tout cas à être un peu libéré de ce Covid. En zone euro, on voit qu'on est là aussi sur des chiffres de surprise économique qui sont plutôt en hausse. Et en Chine, on voit là aussi des chiffres qui sont en hausse. Je citais les émergents dans les pays émergents en bas à droite, mais généralement, quand on a le chiffre de la Chine, on a le chiffre des émergents quand on voit l'énorme importance de la Chine dans le monde émergent. Alors, on fait le même exercice cette fois-ci sur cette diapo avec les chiffres qui sont liés directement ou indirectement à l'inflation. C'est un gros sujet du moment. Et là, vous voyez que les indicateurs de surprise économique sur l'inflation, au global, sont en très forte hausse. Aux États-Unis, la tendance est en hausse. Au Japon, elle est en baisse. En zone euro, elle est en très forte hausse. En Chine, c'est plutôt en baisse. Et comme je le disais, les émergents généralement suivent ce que fait la Chine. On va regarder un peu plus en détail cette inflation en mettant le chiffre de l'inflation qui est mesurée chaque mois. Alors, c'est l'inflation annuelle mesurée chaque mois. Ici, c'est pour les États-Unis. Sur la partie gauche, c'est sur une grosse trentaine d'années. Et sur la partie droite, je vous ai fait un zoom sur les 2 dernières années pour y voir un peu plus clair. Et on voit que là, vraiment, on est sur des chiffres d'inflation depuis quelques mois qui ne font qu'augmenter, qui sont très forts. Le dernier chiffre qui est sorti il y a quelques jours montre une inflation aux États-Unis proche de 8% sur un an. C'est très fort. On est sur un chiffre, alors on ne le voit pas sur mon graphique historique, mais on est un chiffre qui doit s'approcher d'un record qui n'avait plus été touché, je crois, depuis 42 ou 43 ans. C'est pour vous dire que vraiment, on est sur un chiffre qui est vraiment très élevé. Quand on fait le même exercice sur la zone euro, là aussi, on voit que la dernière sortie du chiffre, on est sur une inflation proche de 6% sur un an. En zone euro, là aussi, on le voit par rapport à l'historique, on est sur un chiffre très élevé. Cette inflation, pourquoi est-ce qu'on la regarde avec une forte attention? Tout simplement parce que l'inflation, c'est le boulot principal, c'est le job des banquiers centraux. Les banquiers centraux ont un mandat officiel, c'est de réguler les prix et donc de maîtriser l'inflation. Et quand cette inflation est trop forte, eh bien, ils vont devoir prendre des mesures pour pouvoir la juguler. Et justement, ces banquiers centraux qui ont eu forte affaire pendant la crise sanitaire, puisqu'ils avaient mis en place pas mal de mesures qui ont permis à l'économie d'être plutôt, de faire preuve d'une grande résilience, ces banquiers centraux, on observe là aussi ce qu'ils font, ce qu'ils disent, parce que c'est un moteur de décision sur les marchés financiers.
Les banquiers centraux, vous voyez sur cette slide en haut et à gauche, c'est le bilan des principales banques centrales. Le bilan d'une banque centrale, je vous le fais simple, c'est la taille de son portefeuille. Et vous voyez qu'on est récemment sur les 2-3 dernières années, on est sur des banques centrales qui ont eu un bilan qui a fortement augmenté, tout simplement parce que les banquiers centraux ont créé de la monnaie et se sont servis de cette monnaie pour acheter des titres sur les marchés. Au PIB de la zone, on voit qu'on est sur des bilans de banques centrales qui sont très élevés. C'est 70% du PIB en zone euro, c'est 40% presque aux États-Unis et c'est 133% au Japon. Donc on voit qu'on est sur des banques centrales qui ont des bilans qui ont été très très élevés jusqu'à présent. Naturellement, la musique devrait changer, commence à changer et devrait continuer de changer. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette inflation qui devient très forte va obliger les banquiers centraux à prendre des mesures pour pouvoir la juguler. Les principaux taux directeurs des banques centrales en bas et à gauche. Alors, je l'ai mis à jour il y a 2 ou 3 jours, ça ne tient pas compte de la hausse de la Fed qui a eu lieu hier soir vers 20 heures. Donc, on voit que la Fed a augmenté ses taux de 25 BP hier au soir. Donc, le trait rouge augmentera dans notre prochain webinaire. Et c'est ce qui fait que l'un dans l'autre, quand on regarde les indices de conditions financières qui sont mesurés par une grande banque américaine, sont plutôt bons, mais commencent à être un peu moins bons du fait que les banques centrales vont devenir un peu moins généreuses. Justement, sur ces banques centrales, commençons par la Fed. Alors, ces graphiques sont un peu compliqués, mais je vais essayer de vous en faire un résumé assez pédagogique. Tout simplement, on arrive avec certains contrats sur les marchés financiers, notamment sur le marché monétaire, à mesurer les anticipations qui sont faites sur les prochaines hausses de taux de la Banque centrale américaine. Et tout simplement, la Banque centrale américaine, de ce qu'on voit sur le marché et de ce qu'elle nous a indiqué encore hier soir, après avoir augmenté les taux de 25 BP hier soir, elle nous a tout simplement indiqué qu'elle était prête à augmenter les taux de 25 BP dans chacune des 6 réunions qui vont de 25 BP dans chacune des 6 réunions qui vont se produire d'ici la fin d'année. Donc, on est sur une banque centrale américaine qui va devenir beaucoup moins généreuse puisqu'elle va remonter ses taux. D'ailleurs, quand on voit ici le taux effectif en bleu et quand on voit les projections qui sont faites en couleur sur la droite de ces anticipations de taux, on voit qu'on a des taux qui devraient remonter très proches de 2% d'ici la fin de l'année 2022 ou au début de l'année 2023. Donc on est sur une banque centrale qui va remonter ses taux, tout simplement le pire de la crise sanitaire est passé. La croissance est là. Et justement, pour juguler cette inflation qui est très forte, alors que les banquiers centraux, notamment la Fed, nous disaient jusqu'à l'été dernier, l'automne dernier, que cette inflation était transitoire, ils s'étaient un peu trompés dans la lecture. Eh bien justement, cette inflation qui n'est pas vraiment transitoire, pour essayer de la juguler, ils vont remonter les taux. Ils ont commencé hier soir, ils vont continuer à le faire tout au long de l'année. Quand on regarde la même chose du côté de la BCE, la BCE, elle, a un discours un peu moins agressif, même s'il a été surprenant. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, s'est exprimée dans la réunion de Banque centrale, c'était jeudi dernier. Elle a un peu surpris le marché. Pourquoi? Tout simplement parce que, rappelons qu'une banque centrale, faisons très simple, elle a 2 armes à utiliser, soit une politique monétaire conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle touche ses taux, soit elle les monte, soit elle les baisse, soit elle fait rien du tout sur les taux, soit une politique monétaire non conventionnelle. Et là, j'ai envie de dire, ce sont des médicaments beaucoup plus expéditifs puisque généralement, il y a plusieurs armes de politique monétaire non conventionnelle et ce qui a été mis en place depuis quelques années, ça a été directement des achats d'actifs, c'est-à-dire que les banques centrales ont directement acheté des obligations, voire même du crédit sur les marchés financiers. La BCE ne remontera pas ses taux pour l'instant, il va falloir attendre l'été, probablement l'automne pour qu'elle remonte ses taux. Par contre, les achats d'actifs qu'elle faisait sur les marchés financiers, elle va les réduire progressivement, mais de manière assez forte. Donc on voit que côté BCE, on ne touchera pas les taux pour l'instant, mais on va agir sur le levier de la politique monétaire non conventionnelle, baisser les achats d'actifs, les arrêter, tout simplement avant de passer à la hausse des taux. Donc là aussi, quand on fait le même exercice de regarder les taux effectifs sur les taux en zone euro, on voit que le trait bleu, c'est le taux effectif historique et on voit que les traits en couleur à droite, c'est les projections qui sont faites. On est là aussi sur des taux qui devraient remonter, mais beaucoup moins rapidement qu'aux États-Unis. Ça, ce sont les achats que fait la BCE. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais on est sur une BCE qui a été très généreuse en achats ces derniers mois, mais ces achats vont progressivement s'arrêter. Alors, peut-être passons directement sur des chiffres de marché.
On est sur des données ici qui sont à fin février, le tableau qui est en bas. Ce sont les différentes classes d'actifs, les actions, les obligations, les matières premières, les devises. Et vous avez la performance pour toutes ces classes d'actifs depuis 6 mois, depuis le début de l'année, c'est-à-dire sur janvier et février. Et on mettait un rappel sur les performances boursières qui étaient arrivées au cours de l'année 2021. Peut-être commentons ces 2 premiers mois de l'année, hein, c'est à fin février, on est sur des marchés actions qui ont été un peu chahutés. Je dis un peu chahutés parce que on est quand même le 17 mars, on ne le voit pas sur ce graphique, on en parlera dans notre prochain webinaire, mais on est sur un mois de mars qui est quand même assez agité. Mais on voit que déjà sur les 2 premiers mois de l'année, on était sur des marchés actions qui étaient globalement en baisse. On le voit, les actions de la zone euro, moins 8,5%, les actions européennes en général, moins 6%, les actions américaines, moins 8,5%, le Japon, moins 6%, et enfin les émergents en moins 5. Donc on voit qu'on a un tir groupé sur les actions qui sont en baisse depuis le début de l'année. Il faut quand même rappeler, après une très très belle année 2021, mis à part les émergents qui avaient connu une performance négative, on était sur des marchés développés qui avaient connu un excellent millésime en 2021. Là, on est sur une année, un début d'année 2022 qui est dans des conditions un peu plus particulières. Il faut le rappeler, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les 3 sujets qui nous occupent et qui occupent les marchés en général. Un, c'est la situation sanitaire, mais là, pour le coup, on est dans quelque chose de bien meilleur, voire même aujourd'hui, on a des levées de restrictions un peu partout, mis à part en Chine, et ça, c'est de nature à moins freiner l'économie. Le deuxième sujet, c'est la politique monétaire, donc ces fameuses banques centrales, hein. Depuis l'été dernier, on regarde avec une grande attention ce qu'elles font et on essaie de comprendre ce qu'elles vont faire et quand est-ce qu'elles vont le faire. Et un troisième sujet qui maintenant est un peu plus récent et un peu plus sérieux et dramatique, c'est les tensions entre la Russie et l'Ukraine, où on est passé de tensions à des actes de guerre, puisque la Russie a gentiment enfoncé les frontières de l'Ukraine pour petit à petit prendre un certain nombre pour prendre la main sur un certain nombre de territoires, et ce sont des théâtres de guerre qu'on voit encore aujourd'hui, même si la voie diplomatique semble être un peu plus efficace aujourd'hui qu'il y a une dizaine de jours. Donc là-dedans, on a des marchés d'actifs risqués, notamment les actions, qui sont en baisse. Les marchés obligataires connaissent un peu la même destinée, mais pour des raisons un peu différentes, puisqu'on est dans on est dans des marchés où les banquiers centraux sont et seront de moins en moins généreux. Ça a tendance à faire remonter les taux. N'oublions pas qu'un taux obligataire qui monte, c'est un prix d'une obligation qui baisse. Et enfin, on voit le grand gagnant, enfin, je ne sais pas si c'est un gagnant, mais en tout cas, ça explique plein de choses, et notamment au niveau de l'inflation. Ce sont les cours de matières premières. Là aussi, après une année 2021 très élevée sur certaines matières premières, on est sur un début d'année 2022 qui là aussi est très élevé. Je mentionnais quelques matières premières comme le pétrole qui est en hausse de 30% à fin février, hein, on est allé beaucoup plus haut. Les métaux industriels en hausse de 10%, les métaux précieux en hausse de 4%, toute matière première agricole en hausse de 15%. Donc on le voit, on est sur vraiment des chiffres très élevés. On est seulement sur 2 mois. Et naturellement, ces matières premières sont un des moteurs de la construction des chiffres d'inflation qui est très très élevé. Peut-être regardons, avant de passer sur des graphiques détaillés sur les marchés, les performances des différents portefeuilles EasyV. Vous les avez en haut et à gauche de cette diapositive. Du plus prudent en haut au plus risqué en bas. Vous avez les performances depuis le début de l'année, c'est la colonne year to date, donc moins 4,83% pour le portefeuille le plus prudent, moins 6,5% pour les portefeuilles les plus risqués, après une année 2021 où le portefeuille le plus prudent avait présenté une performance de plus 6,5% et les portefeuilles les plus risqués de quasiment plus 11%. On voit qu'en year to date, les portefeuilles les plus risqués, donc ceux qui ont le plus d'actifs risqués en portefeuille, ne baissent que de moins 6,5%. Je dis que de moins 6,5% parce que on voit qu'on est dans des marchés actions qui sont très agités et on a tendance à absorber seulement une partie de cette baisse. Si on regarde les actions de la zone euro à moins 8,5%, on voit que nous baissons un peu moins que ce marché action de la zone euro. Alors peut-être voyons avec un peu plus de détails les marchés financiers à travers des graphiques. Ici, c'est les taux monétaires, on ne va pas s'arrêter, c'est un marché très déprimant, on est toujours sur des taux monétaires négatifs. Je vous le rappelle toujours avec des formules très simples, un taux monétaire négatif, c'est un rendement de SICAV monétaire négatif. Ça veut dire que vous investissez 100 euros ce soir sur une SICAV monétaire, demain soir, il vous restera 99, quelque chose. Et chaque jour, ça va sécréter davantage puisque vous êtes sur un rendement négatif sur le marché monétaire.
Sur le marché obligataire, cette fois-ci, regardons l'obligation française à 10 ans, la fameuse OAT, où je vous disais que justement, on est dans un environnement où les taux remontent. On le voit bien ici. Alors, les graphiques sont toujours dans la même architecture. Sur la partie gauche, vous avez un historique depuis une grosse vingtaine d'années. Sur la partie droite, vous avez un zoom sur les 2 dernières années pour voir de manière un peu plus précise ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et on voit que après une fin d'année 2021, le début d'année 2022 est sur une forte hausse de taux après avoir été négatif au cours de l'année 2020 et 2021. L'obligation à 10 ans française est repassée en territoire positif et a eu tendance à augmenter assez fortement ces derniers jours. Quand on fait le même exercice sur l'obligation allemande, qui est une vraie référence en zone euro sur le marché obligataire, c'est vraiment l'obligation allemande qu'on regarde. On est là aussi, après avoir connu plusieurs mois, plusieurs années en territoire négatif, on voit que là aussi, on a eu un fort rebond des taux 10 ans sur l'obligation allemande. Naturellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas les mathématiques des obligations. Quand le rendement obligataire, quand le taux monte, c'est le prix de l'obligation qui baisse. Donc cette fois-ci, quand on regarde le prix des obligations à travers cet indice, eh bien, on voit qu'on est sur des marchés obligataires qui sont en baisse depuis le début de l'année 2022 du fait de la hausse des taux. Alors, quand on regarde ces taux à 10 ans sur plusieurs pays en zone euro, on le voit, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, on voit que les sens de remontée sont à peu près parallèles. Naturellement, il y a des primes de risque un peu plus élevées sur des pays qui sont un peu moins sécurisants du point de vue de l'investissement, comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. Mais on voit que c'est des hausses de taux qui touchent les différents pays en zone euro, les différents pays de la zone euro. Quand on regarde sur d'autres pays internationaux, notamment les États-Unis, c'est le trait bleu, on est là aussi sur un rendement obligataire qui remonte pour le 10 ans américain qui approche les 2,1% au dernier pointage. Naturellement, cette inflation, ces marchés obligataires sont associés à de l'inflation. On en parlait tout à l'heure, l'inflation est très élevée. Ici, c'est une façon différente de regarder. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un peu plus technique. On regarde le taux d'inflation anticipé à 5 ans dans 5 ans. Ça, c'est ce qui sert à mesurer les anticipations d'inflation. En orange, c'est la zone euro. En bleu, c'est les États-Unis. À quoi nous sert cette chose? Tout simplement, quand on connaît le taux obligataire, quand on connaît le taux de l'inflation, ça va nous permettre de mesurer le taux réel. Le taux réel, c'est le taux obligataire moins l'inflation. C'est un peu si vous regardez votre feuille de paye, en haut vous avez le salaire brut, tout en bas vous avez le salaire net. Ici c'est pareil, le salaire net, la rémunération nette du marché obligataire, quand vous enlevez l'inflation, il vous reste les taux réels. Et vous voyez que ces taux réels, ici aux États-Unis, même s'ils remontent un petit peu, ils restent en territoire négatif. Et quand on fait le même exercice en zone euro, ils sont là aussi historiquement négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand vous allez sur les marchés obligataires aujourd'hui, modulo l'inflation, vous n'êtes pas rémunéré pour votre investissement, vous êtes même négativement rémunéré pour votre investissement puisque vous êtes sur des taux réels qui sont très négatifs. Donc ça pousse les investisseurs à aller chercher du rendement là où ils se trouvent. Généralement, ce sont les actions ou ce sont dans des obligations un peu plus risquées comme les obligations d'entreprise, que ce soit le segment investment grade ou le segment high yield, c'est-à-dire le segment un peu plus risqué. D'ailleurs, justement, ces obligations d'entreprise, ici en zone euro sur le segment investment grade, c'est des entreprises qui sont plutôt bien notées du point de vue du crédit. On voit que là aussi, après une longue et forte hausse, on voit que depuis quelques semaines, en ce début d'année 2022, on est sur une baisse de cet indice. Quand on fait le même exercice sur le high yield, c'est-à-dire des entreprises qui sont un peu moins bien notées du point de vue du crédit, qui ont une santé financière un peu plus précaire, on voit là aussi que on est sur une baisse depuis le début de l'année. L'euro-dollar, est en baisse lui aussi après une année 2021 globalement en baisse. On voit qu'on est sur un début d'année 2022 où là aussi on est sur un euro-dollar qui est en baisse. L'euro-dollar, il ne faut pas oublier que quand on regarde une devise, c'est toujours une devise contre quelque chose. Ici, on regarde l'euro contre le dollar. Et pourquoi en ce début d'année 2022, l'euro-dollar baisse? Tout simplement parce que les investisseurs vendent beaucoup d'euros. Pourquoi? Parce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine font beaucoup plus de mal à la zone euro qu'à d'autres zones, puisque la zone euro c'est la principale zone exposée à ce risque. Et donc, les investisseurs se désengagent de l'euro. Et naturellement, quand il y a beaucoup d'incertitudes, et une guerre représente une forte source d'incertitude, les gens, par réflexe, vont acheter du dollar. Donc l'un dans l'autre, des gens vendent de l'euro, achètent du dollar. On a donc un euro-dollar qui baisse et qui se situe autour de 1,10. Les marchés d'actions, là aussi, après avoir connu de très fortes progressions au cours de ces dernières années, on voit qu'en ce début d'année 2022 subissent ces
ces assauts entre la Russie et l'Ukraine, et également les prévisions un peu moins généreuses des banques centrales. Et donc, on est sur des actifs risqués, notamment les actions, que ce soit américaines, japonaises ou européennes, qui sont en baisse depuis le début de l'année. Naturellement, à côté des actions, il y a un risque, et ce risque, une des mesures de ce risque, c'est la volatilité. Et vous avez ici la volatilité, le fameux VIX, qu'on appelle l'indice de la peur aux États-Unis, c'est le trait bleu, et son lointain cousin en zone euro, c'est le V2X. Tout simplement, ça mesure l'aversion au risque pour les investisseurs. Et on voit que depuis le début d'année, on voit qu'on est sur une volatilité qui est passée largement au-dessus de sa moyenne des dernières semaines. Donc les investisseurs ont un peu plus peur et donc vont chercher à se couvrir davantage sur le marché des actions. Quand on le remet en perspective, sur la partie gauche, on voit qu'on est sur une remontée de la volatilité. On n'est pas du tout sur des énormes pics de volatilité comme on avait pu le voir au début de l'année 2020, quand le Covid est apparu sur la planète et qu'il a fortement secoué les marchés financiers. On était sur des volatilités qui étaient montées à des niveaux proches de 90. Là, on voit qu'on est monté seulement vers 40 ou 50. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est un peu... On reste dans de l'incertitude, mais on est moins incertain que quand le virus était apparu sur la planète au début de l'année 2020. Le pétrole, naturellement, le pétrole, ça a été la grosse variable d'ajustement dans cette crise entre la Russie et l'Ukraine, puisque tout simplement, la Russie, c'est un gros producteur de pétrole et de gaz. Et naturellement, quand la Russie est passée de tension à guerre contre l'Ukraine, ça a enflammé le cours des matières premières, notamment celui du pétrole. Et on voit le pétrole. Alors, j'ai pris le pétrole de qualité Brent. On voit qu'on est sur un pétrole de qualité Brent qui est monté presque à 140 dollars le baril, même s'il retombe aujourd'hui à des niveaux proches de 100 dollars. Et je pense même qu'il est retombé légèrement en dessous de 100 dollars. On est sur un cours du pétrole qui a fortement augmenté. Je rappelle que ce même pétrole Brent, au début de la crise sanitaire, il était tombé à 19 dollars. On voit qu'on est sur un actif très, très volatile. On voit que les investisseurs ont, ont, ont préféré acheter fortement des barils pour pouvoir se protéger d'une éventuelle coupure de livraison russe. Et on voit que dernièrement, les pourparlers qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, plus les sanctions qui arrivent, que ce soit d'Europe ou que ce soit des États-Unis ou d'ailleurs contre la Russie, ont eu tendance à mettre un peu plus de calme dans ce conflit, même s'il reste dramatique. C'est ce qui fait que le cours du pétrole a légèrement baissé et est revenu vers les 100 dollars pour un baril de pétrole Brent. L'or, naturellement, en période d'incertitude, c'est un actif refuge. Il se trouve que la guerre, c'est une forte source d'incertitude et donc on est sur des investisseurs qui ont eu tendance à favoriser l'or, là aussi, qui est passé au-dessus des 2000 dollars pour un once d'or. Là aussi, à la vue des pourparlers qui en sont entre la Russie et l'Ukraine, on voit que l'or s'est légèrement dégonflé, mais reste à un niveau très élevé. Voilà la cartographie des marchés sur ce qu'on a vu. Maintenant sur nos convictions. Comme vous le savez, chaque mois, chaque début de mois, on fait notre scénario économique pour pouvoir voir comment on va gérer, comment on va construire nos portefeuilles. Je vais vous faire un résumé de ce qu'on voit sur les marchés à un horizon de 3 mois. On est naturellement dans un environnement qui a un peu changé avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, on pense que c'est une guerre qui devrait durer assez peu de temps et donc c'est pour ça qu'on continue d'être constructif sur le marché des actions. D'ailleurs, quand on le voit ici dans nos prévisions sur 3 mois, alors c'est un exercice qui date du 2 mars, c'est un exercice qu'on fait généralement en début de mois, on voit qu'à horizon de 3 mois, finalement les actions, la zone euro, on est sur une hausse de 5%, une prévision de hausse de 5%. On est quasiment d'ailleurs revenu sur notre prévision, puisque après avoir fortement chuté il y a 3 semaines, les marchés d'actions ont finalement quand même bien rebondi et on est aujourd'hui sur un niveau qui se situe juste au moment ou juste avant que la Russie envahisse l'Ukraine. On continue d'être constructif et plutôt prudemment optimiste sur le marché des actions avec une grosse préférence pour le marché des actions de la zone euro. On est un peu moins optimiste sur les autres zones puisque on entrevoit une hausse de 1% sur les actions américaines, sur les actions du Royaume-Uni et on est plutôt neutre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de hausse ni de baisse sur le marché du Japon et sur les actions chinoises et sur les actions émergentes pour les 3 mois à venir.
Justement, ça nous amène à regarder les portefeuilles conseillés EasyVie. C'est des portefeuilles qu'on met à jour chaque mois, qu'on vous présente dans ce webinaire. Regardons tout d'abord l'allocation qu'on proposait pour ce mois-ci, pour le mois de mars, et regardons les mouvements que nous avons faits par rapport au mois dernier. En termes d'allocation tout d'abord, c'est-à-dire en regardant sur les classes d'actifs ce que nous avons fait. D'abord sur les grandes classes d'actifs, vous voyez qu'il n'y a aucun changement. On n'a pas fait de changement, on est resté sur un même niveau d'action dans les différents portefeuilles, 57% pour le portefeuille prudent, 70% pour le portefeuille modéré et 90% sur les profils équilibre, dynamique et audacieux. Alors, ça ne veut pas dire que si on n'a rien fait dans les grandes classes d'actifs, on n'a rien fait tout court. Non, on a changé quelques poids en termes d'allocation d'actifs géographiques et essentiellement dans le marché des actions où on a baissé de 1% notre allocation sur les actions émergentes et ce pourcent, on l'a alloué sur les actions de la zone euro. Donc, on a augmenté de 1% les actions de la zone euro et on a baissé de 1% les actions émergentes. Donc, vous le voyez, on reste fidèle à notre vue, on est plutôt positif, même si on sait qu'il y a beaucoup de volatilité. On reste positif sur le marché des actions, c'est pour ça qu'on a gardé un poids d'actions assez important dans les portefeuilles. On a voulu donner une teinte un peu plus forte sur les actions de la zone euro par rapport aux autres zones. Vous voyez que sur les autres segments, dans les obligations, alors dans les obligations, vous voyez qu'on n'a pas d'obligations souveraines, on n'a que des obligations crédit, c'est-à-dire des obligations d'entreprise, que ce soit des obligations IG pour investment grade, donc les entreprises plutôt bien notées du point de vue du segment de leur notation de crédit, des obligations XO pour crossover, et enfin des obligations high yield, donc des obligations au rendement, celles qui sont un peu moins bien notées. XO, crossover, veut dire que c'est des entreprises qui sont à la frontière entre le segment IG et le segment high yield. Et vous voyez qu'on n'a pas d'obligations souveraines dans le portefeuille, on a seulement des obligations crédit. On a également et on a gardé nos matières premières dans le portefeuille. Et enfin, le cash généralement représente la variable d'ajustement de toutes les positions qu'on a dans le portefeuille. Ça, c'était en termes d'allocation. Maintenant, quand on regarde en regardant le portefeuille composé en OPC, mais vous voyez que les mouvements qu'on a fait sur les actions, on les retrouve ici avec une baisse de 1% sur le fonds LBPAM ISR Action Croissance Chine. Donc, on baisse les actions émergentes à travers ce fonds investi sur les actions chinoises. Et ce pourcent que l'on vend, on l'ajoute sur les actions de la zone euro à travers le fonds Lazare Alpha Euro. Les autres positions dans le portefeuille sont inchangées. Et donc, voici les portefeuilles qui ont été proposés au début du mois de mars pour ces différents profils. Voilà. Juste une petite précision, si tu reviens sur la slide d'avant, Nicolas, juste pour préciser qu'effectivement, quand il y a 100%, c'est sur cette slide d'avant, c'est 100% de la part investie en UC. C'est-à-dire que dans le portefeuille, il y a une part qui est sur du support euro, d'accord, qui vient en plus. C'est-à-dire que par exemple, Absolument. en prudent, vous avez environ 75% de support euro et 25% d'unités de compte. Et dans ces 25% d'unités de compte, ce sera la répartition qui est indiquée ici. Et si vous êtes en audacieux, c'est souvent 75% d'unités de compte. Et donc, ça sera 75% de la répartition ici. Ça veut dire que voilà, vous aurez quand même 25% de support euro, même si vous êtes audacieux par principe dans les portefeuilles modèles. Voilà. Absolument. Eh bien, écoute, je te repasse la main, Jean-Baptiste, si tu veux prendre le relais avant de laisser nos amis poser d'éventuelles questions. D'accord, je vais donc effectivement, alors je vais, hop, voilà, je reprends, hop, je monte mon écran, hop, voilà, excusez-moi, hop, voilà, tac, voilà, donc, voilà, donc ce qui m'importait de vous dire en particulier, effectivement, pour vous aider, c'était de rappeler que eh bien, tous les mois, quand vous êtes en gestion libre, on vous met dans votre messagerie client eh bien, un message qui vous donne accès à la note d'information mensuelle où vous retrouvez l'essentiel eh bien, des informations qui vous ont été dites ce soir, c'est-à-dire les allocations, l'analyse globale sur les marchés. Voilà, et vous avez ensuite la possibilité, en fonction de cette analyse et de vos convictions vous, de pouvoir dire, écoutez, je vais aussi prendre des conséquences sur mon portefeuille et donc suivre totalement ou partiellement
ces propositions. Et donc, c'est là où je vais faire ma petite démonstration sur le site EasyV. Juste me connecter. Hop. Voilà. Voilà, donc voilà mon portefeuille EasyV. Voilà, et donc l'idée générale, c'est de dire, donc, dans ce portefeuille, par exemple, on voit que là, j'ai un petit peu de support euro, j'ai une grande partie d'unités de compte, et j'ai là tout un ensemble de choses sur lesquelles je suis investi, avec différentes unités de compte, donc des OPC, puis aussi des trackers, puis aussi des SCPI. Et si je veux donc faire un arbitrage, je vais dans arbitrage. Voilà. Et là, je vois que moi, mon profil qui résulte de mon questionnaire, c'est que je suis en modéré. D'accord. Et si je me dis, ben, je veux, donc on voit la répartition aujourd'hui, si je veux me synchroniser avec la dernière proposition de la Banque Postale Asset Management sur le modéré, je vais cliquer sur modéré, hop, et on voit que ça a un peu évolué, hein, voilà, pour me synchroniser. Et après, si j'accepte la proposition, eh bien, je fais juste lire mes DC, mes documents d'information clés de l'investisseur, et je valide. Et ça y est, mon portefeuille est synchronisé. Si je me dis, bon, c'est intéressant, mais finalement, je veux un peu plus ou un peu moins de cela, je fais mes adaptations et je valide. Voilà, comme ça me permet de profiter d'une bonne partie de l'expertise de Nicolas et ses équipes, et puis tout en gardant une certaine capacité à faire les choses par moi-même. Et puis, alors là, je suis en modéré, mais vous êtes libre en gestion libre. Donc, si vous voulez, parce que vous dites attention, les marchés, la guerre, ça me fait peur, passer en prudent, et bien même si votre profil proposé est modéré, et bien hop, ça y est, vous pouvez aligner votre portefeuille sur du modéré et valider, et tout d'un coup, votre portefeuille sera modéré. Et puis si au contraire, vous dites, bah, ça y est, les marchés ont repris une bonne dynamique, les marchés actions finalement ne se portent pas si mal, eh bien hop, vous pouvez passer en audacieux et puis vous validez, etc. Et bien sûr, quand vous faites un arbitrage, il n'y a pas de frais au moment de cet arbitrage. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être fait assez simplement en fonction effectivement soit de votre volonté de vous synchroniser tous les mois, soit en fonction de votre appréciation de la situation de marché. Voilà, voilà ma petite démo. Et effectivement, une fois que vous avez validé, eh bien, en 2 ou 3, 4 jours, ça va être impacté sur votre portefeuille. Et vous allez retrouver cela dans votre portefeuille. Voilà, donc je remets quelques éléments de contact. Hein. Si jamais eh bien, vous êtes client EasyBourse, eh bien, il y a 2 éléments de contact. Hein. Par email, service client, ça c'est pour ceux qui ont un PEA compte titre, service.easybourse.com, c'est pour ceux qui ont une assurance vie EasyV. Et le numéro de téléphone, quand on est déjà client, c'est celui-là. Et puis, si vous n'avez pas encore d'assurance vie chez nous ou pas encore de PEA de compte titre, eh bien voilà notre service commercial qui peut vous accompagner, vous expliquer ce qu'on peut vous proposer. Voilà. Alors, s'il y a quelques questions, on va vous les prendre avec plaisir. Alors, il y avait une question, donc, disant que quel est le lien direct entre le programme des banques centrales qui rachètent des actifs et la hausse des actions. Voilà, là, on a beaucoup parlé effectivement des banques centrales qui réduisaient de manière significative leur achat d'actifs. Et pourtant, est-ce qu'il y a une dynamique quel est le lien qui va se passer avec le marché action? Alors, le lien, c'est une excellente question. Et c'est quelque chose qu'on a vu notamment au cours de l'année 2020, au début de l'année 2020, quand le Covid est arrivé sur la planète et que derrière, à la fois les banquiers centraux et à la fois les gouvernements ont pris pas mal de mesures et qui s'est poursuivi en 2021. Comment ça fonctionne? Tout simplement, les banquiers centraux ont pris des mesures, comme je le disais tout à l'heure, des mesures
dites de politique monétaire conventionnelle, c'est-à-dire qu'on baissait les taux, ils les ont mis à zéro, voire même en territoire négatif. Donc ça, de facto, pour certains investisseurs, des gros assureurs, des gros fonds de pension, aller sur des obligations qui sont à taux zéro, ben, ça leur rapporte zéro. Donc, dès lors que ce sont des institutionnels et des investisseurs qui sont naturellement producteurs de rendement pour leurs clients, que ce soit des assurés ou des retraités, bah, ça oriente leur faisceau d'investissement vers des actifs avec un rendement un peu plus fort. Généralement, c'est le crédit, donc des obligations d'entreprise ou des actions. D'ailleurs, les différents mouvements que font ces banques centrales, ensuite, quand elles achètent à travers leur politique monétaire non conventionnelle, elles achètent des titres directement sur les marchés obligataires. Ça fait naturellement, ça augmente un peu plus la baisse des taux. Et comme on le voyait tout à l'heure, non seulement les taux sont bas, très bas, proche de zéro, voire même en dessous. Et quand on a une inflation assez forte, quand on fait le rendement obligataire moins l'inflation, on a donc le rendement réel, eh bien on a des rendements réels qui sont très bas, voire même très négatifs. Et ça pousse encore plus les investisseurs à aller s'orienter vers des actifs présentant un rendement un peu plus intéressant, le crédit et les actions. Et c'est pour ça qu'on a le crédit et les actions qui augmentent quand les banquiers centraux font preuve de grande générosité à travers leur politique monétaire non conventionnelle en achetant directement des actifs sur les marchés ou quand ils baissent les taux ou généralement quand ils font les deux en même temps. Très bien, merci. Alors, il y a quelques questions sur est-ce qu'on peut passer de la gestion libre à la gestion sous mandat et de la gestion sous mandat à la gestion libre? Oui, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire notamment sans frais avec EasyBourse, EasyV. Autre question, est-ce que c'est possible de basculer un contrat d'assurance vie Cachemire dans EasyV? Non, le contrat Cachemire n'est pas transférable. Il y a tout un ensemble de contrats, Ascendo, GMO, etc., qu'on peut transférer. Cachemire n'est pas éligible au transfert vers EasyV. Voilà. Donc, si j'ai pas plus de questions, ce que je vais surtout, c'est déjà te remercier, Nicolas. Merci beaucoup pour tes explications très, très pédagogiques, ta vision globale, et surtout le soutien que tu apportes à EasyV, à ses portefeuilles modèles et toute l'expertise qui permet de pouvoir proposer un service qui, je rappelle, n'a pas de frais associés chez EasyV et qui permet effectivement d'être accompagné pour ceux qui ont peu de temps ou peu de connaissances ou qui veulent un support. Merci bien sûr à tous ceux qui ont participé, et à tous ceux qui ont posé des questions. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt sur EasyBourse. Merci Jean-Baptiste et on se reparle au mois prochain. Ça marche. Merci Nicolas. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.